suis vraiment reconnaissante. Donc, soyez les bienvenus. Donc, j'ai le grand plaisir cet après-midi de présenter Jorge de Marena, qui est ingénieur de pont et chaussée de l'École nationale de pont Paris-Tech et docteur ingeniero de caminos, canales y puertos de la Politécnica de Madrid, maître de conférence à l'école de génie civil, Escuela de Caminos de la Politécnica, responsable de l'unité d'enseignement art et esthétique de l'ingénierie, puis l'innovation éducative et la Politécnica de Madrid. Avec 18 ans d'activité de recherche postdoctorale, il dirige le groupe de recherche Patrimonio de las Obras Públicas et il est directeur de recherche de la Fondation Miguel Aguiló. Il travaille sur 2 axes de recherche, innovation et créativité dans le génie structurel et patrimoine des travaux publics, paysages et histoire de la construction. Il a 25 ans d'expérience professionnelle dans les projets de ponts et d'infrastructures de transport, avec une spécialisation dans la gestion de projets multidisciplinaires complexes en milieu urbain. Il s'agit notamment de ponts, par exemple sur la rivière Drava à Maribor, en Slovénie, sur les Miño, entre l'Espagne et le Portugal, le pont de Tuna à Riyad, à l'Arabie Saoudite, des gares aussi ferroviaires intermodales, par exemple le nouveau complexe Atocha à Madrid, Joaquín Sorolla à Valence et San Cristóbal à La Coruña. Et de tramway également, Constantine en Algérie, et des métros comme le Metrolink à Dublin en Irlande. Il a été primé dans 7 concours internationaux avec jury. Donc, merci Jorge d'avoir accepté notre invitation. Nous en sommes ravis de t'accueillir cet après-midi. Je te donne la parole quand tu veux. Merci. Merci beaucoup. C'est bien, vous pouvez m'entendre bien? Oui, il est allumé. Oui, allô? Non. C'est bien? Ça marche? Oui. Il faut changer. Oui, parce que la mienne fonctionne très bien. Allô? Bonjour. Merci beaucoup. Ça s'écoute bien. Voilà. Voici les ponts du Golden Gate. C'est l'une des constructions les plus iconiques du monde. Et en fait, avec les ponts, on peut définir et représenter toute la baie de San Francisco. Mais que se passera-t-il si on efface les Golden Gate? Si on efface les ponts, il n'y a plus de la baie de San Francisco. Et c'est important, ce n'est pas que nous ne pouvons pas identifier la baie de San Francisco, c'est qu'elle n'est plus la baie de San Francisco. La baie, c'est ce que le pont a construit. Le pont fait l'endroit, en fait. Et c'est la même chose, par exemple, si on prend la Grande Muraille de Chine. Et cette muraille, elle a été reconstruite pendant plus de 2000 ans, du 5e siècle avant d'ici au 16e siècle. Et le mur, au cours de l'histoire, il a changé son fonction originale, mais il reste aujourd'hui un patrimoine vivant, une identité et une culture. Donc, si on élève la Grande Muraille de Chine, ceci n'est pas la Chine. Et à Paris, par exemple, et tout le monde la connaît, la tour est structure et est aussi symbole. C'est emblème de la ville et de son essence. Et si on efface la tour Eiffel, Paris perd sa plus grande icône, ceci n'est pas Paris. Et il en va de même pour les œuvres qui peut-être sont plus modestes ou plus inconnues. Par exemple, ce petit pont en pierre, en ruine, qui est déjà sans service, il est placé dans un petit village dans Valencia de Alcántara, à Cáceres.
Et si on retire le vieux pont, nous supprimons une partie de l'identité et du caractère du village et du territoire. Ça, ce n'est plus le village de Cáceres et ceci, c'est nulle part. Les travaux publics font le territoire. Il s'agit d'un patrimoine commun et du paysage du lieu. Donc aujourd'hui, on va parler de le patrimoine des travaux publics qui est à la fois technologique et culturel. Et on va examiner quelques exemples avec saveur française. Et on commence avec cette image aérienne pour montrer que les travaux publics sont des êtres uniques pour des sites uniques. Chaque œuvre remplit une fonction sur un site spécifique. Ce sont des grandes œuvres qui ont une échelle et la dimension du territoire. Dans cette ville aérienne, nous voyons la vallée du Tarn à La Réunion, en Occitanie. C'est l'autoroute de la Méridienne qui traverse la vallée du Tarn avec ses grands ponts, on le verra après, qui est le récent viaduc de Millau. Comme on disait, tous les travaux publics sont des êtres uniques pour des sites uniques. On fait des routes reliant les destinations, des chemins de fer qui traversent les paysages, des ponts qui franchissent des obstacles, des ouvrages hydrauliques qui fournissent de l'eau et de l'énergie, et des ports offrant abri aux navires. Je vous propose un voyage dans l'histoire de la construction en compagnie des grands ingénieurs français. Nous allons traverser le XVIIIe siècle au XXIe siècle, avec l'évolution aussi des matériaux de construction, de la pierre, du fer, du béton et de l'acier. Et pour finir, je vous propose une promenade autour du Pont Neuf à Paris. Dans tous ces exemples, nous mettrons en évidence les techniques de construction et l'importance sociale et culturelle des travaux publics. On commence au XVIIIe siècle avec ce monsieur-là dans l'image, c'est Jean-Rodolphe Perronnet. Il est le fondateur et le premier directeur de l'école de Pont-les-Chaussées, l'école nationale française de génie civil. L'école de Pont-les-Chaussées est l'une des plus anciennes et plus prestigieuses grandes écoles françaises. Elle a été inaugurée au milieu du XVIIIe siècle pour former des ingénieurs d'État qui construiraient des ouvrages de travaux publics. Et ici, en Espagne, la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, l'école de ponts espagnol, a été fondée sur le modèle, exactement sur le modèle de l'école française, par un ancien élève de l'école française. Et j'ai eu l'occasion aussi d'étudier à l'école des ponts, à son siège à la rue Saint-Père à Paris, et d'obtenir le titre d'ingénieur des ponts et chaussées, dont je suis vraiment fier. Aujourd'hui, l'école est dénommée l'école des ponts Paris-Tech et elle est située, comme on voit dans l'image à droite, dans un moderne bâtiment situé à Champs-sur-Marne et au sein de la cité d'Escars. Mais Perronnet, c'est fondateur et premier directeur de l'école, et il était aussi un ingénieur de conception des ponts. Et il a révolutionné la construction des ponts en pierre de son temps, et on va voir pourquoi. Jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au Perronnet, et tous les ponts en pierre, tous les arcs en pierre, ils ont été construits de la même manière. De l'époque des Romains, en fait, et pendant 20 siècles, tous les ponts étaient construits travée par travée. Et on voit ici une image de comment on construit un arc en pierre, et c'est avec l'aide d'un cintre en bois. Sur la cintre, on va déposant les voussoirs et l'arc ne fonctionne pas lorsque tous les voussoirs sont en place.
Et les ponts se construisaient travée à travée. Ça veut dire que lors du décentrement, et quand on enlève le centre, les piles, le décoté, doivent résister aux poussées horizontales. On va voir ici sur un schéma, on a cette force qui pousse horizontalement le décoté. Donc, pour passer d'une travée à l'autre travée, on retire le centre et on doit maintenir la stabilité avec ce pile. C'est pour cela que les piles doivent être rigides. Et d'habitude, les piles avaient des dimensions assez larges. Et comme par exemple, on peut le voir dans ces ponts qui est connu comme pont roman du Moutier-Dent, mais en fait, c'est un pont reconstruit au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Quelle a été l'innovation de M. Véronnet? Bon, voilà, il a proposé un procédé de construction pour annoncer, alléger les dimensions des piles et aussi pour rebaisser, faire l'arc beaucoup plus tendu. La solution, c'était de construire tous les arcs en même temps, de sorte que les forces horizontales des arcs soient équilibrées sur la pile. On voit ici une image de l'élévation, le profil du pont de Neuilly, qui a été une de ses premières réalisations. Et en bas, comment il a été construit avec tous les centres placés en même temps, ça veut dire que tous les efforts horizontaux sont combinés sur chaque pile et à la fin, on a seulement des actions verticales et le pile peuvent être plus légers et les charges, en fait, on voit, sont beaucoup plus tendues. Et le décentrement de ces ponts-là qui a eu lieu dans cette date, qu'on voit ici dans la représentation de ces tableaux, a été un spectacle à ce moment avec la présence royale, avec la présence du roi. Les centres a tombé sur le fleuve et l'eau a remonté comme si c'était une grande vague. C'était vraiment un spectacle recouvrant le port qui est prêt à émerger éblouissant et stable pour se montrer comme une solution technologique du moment. Non? C'est une façon de construction, en fait, à transformer tardivement, parce qu'on est au XVIIIe siècle, mais toute la construction des ponts en pierre. Par exemple, à Paris, le pont de la Concorde, c'est un pont aussi projeté par Jean-Rodolphe Véronnet, qui a ce pile de dimensions très légères. C'est un pont, et même si un pont en pierre, c'est un pont technologique pour ces moments. Et avec l'école des ponts, c'est aussi la science des constructions qui rentre dans la conception et dans la formation des ingénieurs. Et aussi, il a proposé de déplacer ou séparer le pile en avoir des ouvertures transversales qui en fait montrent les légèretés de la pierre et ces nouvelles possibilités qui sa solution possibilité à l'époque. Ça, c'est un des derniers ponts de Véronnet qui a été fini après sa mort. Et ces ponts, c'est vraiment incroyable parce que les dimensions sont très légères et on peut même confondre les ponts comme si c'était une poutre à hauteur variable de béton, même quand un pont en pierre, non? C'est élancement de ces éléments. Et le voussoir en pierre en une seule pièce. Je ne sais pas si vous pouvez avoir, mais c'est seulement une pièce qui monte de la partie basse de l'arc jusqu'à la chaussée et en une seule pièce. Non? Un pont incroyable au fond du XVIIIe siècle. Mais on arrive tout de suite au XIXe siècle.
et un 19e siècle, un siècle qui va être lié à le fer, un nouveau matériau de construction qui a tout changé. Et l'un de ses représentants les plus importants est Gustave Eiffel. Il a fondé un bureau d'études et aussi un atelier de charpente métallique. Donc, il faisait le projet et la construction des ouvrages. Il s'est toujours entouré de très bons partenaires. Il s'est entouré d'une excellente équipe d'ingénieurs structurels et ingénieurs de ponts. Et à ce moment, l'entreprise Eiffel avait une forte image de marque. Et son entreprise a projeté et construit beaucoup d'ouvrages. Et même aujourd'hui, nous identifions les structures en fer riveté avec ces petits boutons qui, en fait, s'appelle les rivets qui reliaient les différentes planches en fer et pour qu'elles fonctionnent ensemble, pour monter les pièces. Et dans tout le monde, quelqu'un qui voit une structure rivetée, ça imagine, voilà, c'est une structure différente. Et il y a une partie vraie parce qu'il fait la construire partout dans le monde avec son entreprise. Mais il y avait d'autres aussi dans ce moment. Mais ça c'est un peu image de ces puissantes images de marque. Même, et ici on voit un monsieur Eiffel sur sa tour, sur la tour Eiffel, on peut voir que le bâtiment peut-être le plus emblématique de l'histoire, ça porte son nom, la tour Eiffel. On va voir quelques de ces réalisations. Ici, on voit un pont en construction, un pont sur la fleuve Douro à Porto. Et le fer, par comparaison à la pierre, est plus léger et il est doté aussi d'une résistance à la traction. Et la pierre avait que de résistance à la compression. Pour cela, on avait ces arcs, on a dit comment le construire. Mais le fer va permettre de construire des structures beaucoup plus légères. Et la résistance à traction va permettre aussi de construire avec de nouvelles méthodes. Par exemple, on voit ici un arc qui n'a pas de centre. On n'a pas besoin de ces centres en bois, comme on l'avait dans le pont en pierre. Et ça, c'est une construction à porte-faux avec la propre structure qui avance vers le milieu et avec l'aide des câbles, des haubans temporaires qui maintiennent les structures pendant la construction, reliant la partie haute de la pile et le tablier. Même le tablier est un porte-faux avançant vers le centre. Donc, il y a un changement très important dans les procédures de construction et aussi dans les dimensions. Le fer va permettre des dimensions gigantesques. Les 10 cm de travées qu'il y avait précédemment le pont en pierre vont changer vers les centaines de mètres. Et par exemple, dans ces ponts, et ces nouvelles structures vont permettre de traverser fleuve. Par exemple, ça c'est le premier pont traversant le fleuve Douro à Porto. Ou par exemple les gorges de la Truyère avec les viaducs de Garabi. Ce viaduc, avec une portée de 165 mètres, était les records du monde à cette époque. C'est aussi un projet d'Eiffel et ses collaborateurs. Et la construction, c'est aussi de la compagnie Eiffel. C'est une construction en porte-faux, avec, comme on a vu dans la construction précédente. Et les ponts, il définit, il fixe le fleuve et il transforme le paysage et c'est un point de repère, une référence, et il fait un peu l'image de lieu et il fait partie un peu des paysages, même s'il est coloré en rouge. Il se mélange avec l'image, les paysages pour constituer une unité d'ensemble.
et qui restent comme notre image du territoire. Non? On peut voir ici dans cette image un peu historique aussi, et avec les trains traversant le pont, tous ces ponts en fer étaient pour relier les lignes ferroviaires en ce moment-là. Et on peut aussi noter que l'arche même, il a une dimension plus large à la base. Ça, c'était pour faire résistance aux effets du vent, les effets horizontaux. Et les gorges de la Truyère ont une situation très exposée au vent et cette dimension exige des dimensions plus grandes dans la base pour maintenir la poussée des vents et les moments de flexion à la base. Et aussi, le pile, elles sont de largeur variable, plus larges aussi dans la base. Donc, ces connaissances des constructions des grandes dimensions et des effets horizontaux du vent, et il en permet un peu l'équipe de M. Eiffel d'imaginer des constructions à ces moments incroyables. Et ça, c'est le premier esquisse qui a fait Maurice Koechlin, qui était un collaborateur Eiffel, d'une tour qu'il imaginait de 300 mètres d'auteur. Et ça, c'est le premier esquisse qui va donner lieu à la tour Eiffel. En ce moment, les records du monde d'auteur, c'était 170 mètres. C'était l'obélisque à Washington. Et donc, le ski de cette tour à 300 mètres va presque doubler les dimensions plus hautes construites dans l'histoire. Donc, c'était vraiment incroyable pour l'époque. Et il faut noter une différence, et ça, c'est une image très verticale, c'est comme une colonne, un obélisque. Mais on a déjà vu dans le viaduc d'Arabie que dans la construction haute, il faut de la dimension dans la base. Il y a un effet du vent qu'il faut tenir en compte. Et l'équipe d'Eiffel, il avait déjà eu cette possibilité, par exemple, dans le viaduc de Garoui, où il savait traiter ces problèmes dans des ponts ferroviaires à très grande hauteur, avec des piles qui, pour résister la poussée horizontale, devaient aussi s'ouvrir à la base avec ces courbures paraboliques qui était déjà prévu comme la géométrie optimale pour faire face aux efforts du vent. Et en fait, c'est cette courbure qui a été reprise par l'esquisse de Koechlin. Et cette structure dans l'esquisse originale, il avait déjà 4 faces courbes, comme on voit ici avec cette esquisse en plan, avec en ce moment avec 5 étages intermédiaires qui faisaient des niveaux de contrebonnement pour relier tout cela. Et Koechlin a mis l'un sur l'autre des différents monuments représentatifs de Paris. Par exemple, on a Notre-Dame, les statues de la liberté, les différents obélisques, l'Arc du Triomphe, pour montrer que tout un sur l'autre n'arrivait pas aux 300 mètres d'auteur pour en voir vers l'échelle, les grandes échelles du monument. Et à l'époque, Eiffel, la première fois qu'il a vu ce esquisse, il n'était pas très intéressé dans les projets, mais il a permis un peu que l'étude se poursuive avec Maurice Koechlin et aussi Stephen Sauvestre, qui était l'architecte de la société Eiffel à l'époque. Et ils ont un peu changé un petit peu la morphologie, mais très peu en fait. Il a évolué de ces 5 étages à 2 étages. Il s'est élancé dans la partie supérieure et l'architecte a mis un arc plus décoratif dans la partie bas, comme 4 arcs pour les 4 faces.
Et avec ces dessins, et bon, ils l'ont ils l'ont breveté dans la solution et Eiffel s'est lancé vers la construction de ce projet. En fait, c'est tout à l'honneur d'Eiffel d'avoir eu la volonté, l'énergie et la conviction de mener à bien ces projets. Parce qu'il a notamment financé et débattu, et apparemment avec ces nombreux détracteurs à l'époque. Donc, des artistes et des intellectuels qui ne comprenaient pas la construction de ce qu'ils appelaient une toute inutile et monstrueuse construction au milieu de la ville de Paris. Il y a eu une protestation formelle des artistes contre la tour de M. Eiffel. Et vous voyez dans cette image de l'époque à l'exposition internationale le dimension qui représentait la tour vers le Paris le traditionnel héritier des Beaux-Arts en ce moment. Et par exemple, Guy de Maupassant, qui était un célèbre écrivain, était l'un de ses plus grands détracteurs. Il parlait de la tour et comme cette haute et maigre pyramide d'écailles de fer, squelette géant dépourvu de grâce, avortement d'une ridicule immense cheminée du cygne. Après son ouverture, Guy de Maupassant a devenu l'un des meilleurs clients du restaurant au premier étage. Et un jour, un journaliste l'interroguera et il a répondu, c'est le seul endroit de la ville où je ne le vois pas. Et c'est vrai, dès ce jour, la tour a eu un succès extraordinaire et même c'était prévu comme une structure temporaire, mais tous les citoyens, les Parisiens ont maintenu l'amour pour la tour. Ils sont très, très fiers de ces constructions. Non? Aujourd'hui, la tour est un symbole de la ville et de la France entière, en fait. Son pouvoir symbolique et aussi poétique s'est construit au cours du temps. Depuis son inauguration, elle est devenue mythique, un point de référence incontournable dans les arts, le cinéma, la publicité, la peinture, la photographie. Et pour donner quelques exemples, parmi tant d'autres, Apollinaire l'a transformé en calligramme, et comme on voit ici dans ces poèmes des mots qui construit un peu la tour à son tour. Et Delaunay l'a dessiné encore et encore de manière obsessive. Non? Mais le plus étonnant, c'est la construction infinie de la tour qui a été reproduite de milliers et de millions de fois en photo, souvenirs, porte-clés, modèles, fausses maquettes, magnets pour le frigo. La tour Eiffel est un patrimoine mondial de l'ingénierie, mais aussi c'est un mythe pop. Et nous pouvons toucher la tour, posséder la tour, et réinterpréter la tour et la tenir dans nos mains. Non? C'est un peu incroyable. Non? Construction collective à la fin. Le XXe siècle est le siècle du béton. Le béton, c'est une pierre artificielle. Et comme la pierre, il résiste bien à la compression, mais il résiste mal à la traction. Et pour les grands protagonistes de ce siècle, c'est Eugène Freycinet, qui est probablement le plus grand ingénieur de tous les temps. Ça, c'est mon avis personnel, mais je suis très fan de M. Freycinet. Et avec eux, il a consacré un peu le béton armé, qui c'est un peu pour lutter contre cette difficulté de résistance à la traction. Et il a inventé les bétons précomprends. C'est l'invention d'un seul homme, selon Eugène Freycinet. Ces réalisations sont audacieuses et innovantes.
il a 7 records du monde et plus de 15 inventions et solutions de construction si définitives qu'aujourd'hui encore, près de 100 ans après, et elles sont toujours utilisées par les constructions du monde entier. La plus connue, c'est les fréquentants, mais il y a 14 autres qu'on continue les ingénieurs à utiliser presque de la même manière qu'ils ont été définis par Freycinet. Il est né dans un milieu rural, dans le village d'Obia, dans la région du Limousin en France, où il a appris auprès d'artisans ruraux, d'ébénistes, de charpentiers, de forgerons. Il s'est après déplacé à Paris, où il a étudié dans le lycée, et il a été élève de l'école des ponts. Il a devenu ingénieur des ponts et chaussées. Mais cette formation d'artisan sera déterminante dans sa carrière d'ingénieur, parce qu'il va définir toutes les procédures de construction de ses ouvrages. Il a construit beaucoup de bâtiments, des ponts en béton et en béton très contraint, mais il a défini tous les moyens pour comment construire les choses. Et ces façons de comment construire, parfois c'est si belle que les constructions elles-mêmes quand elles sont finies. Et on va voir des ouvrages et comment elles ont été construites. Ces premières images, ce sont les 5 gares d'Orly qui ont été construits en 1921 et sont l'un des chefs-d'œuvre incontestés de l'histoire de la construction. Bien qu'elles sont détruites, ce sont encore des référents incontournables qui maintiennent leur influence et leur héritage. Ces 2 hangars, ce sont des hangars du Mont pour des dirigeables, donc des dimensions gigantesques. Les dirigeables rentraient dedans ces constructions en béton. La directrice de chaque bout est parabolique. Et les hangars constituaient à l'époque un record mondial, non seulement pour le dimension, mais aussi pour le volume de béton utilisé et la rapidité de construction. Pour imaginer cette géométrie, Freycinet pensait préalablement aux procédures de construction. Et voici une image de comment ça s'était construit. Les procédures étaient basées sur la répétition longitudinale d'un module qui est centré. Et ici, on veut la centre est en bois. Donc, il y avait une première partie en porte-faux qui avançait un peu la construction longitudinale, mais chaque élément était défini aussi par M. Freycinet. Et le centre elle-même est un chef d'œuvre de l'ingénierie. On voit ici, ça c'est des procédures de construction pour construire les centres. Telles étaient les dimensions en ce moment qu'il fallait reconstruire à cette hauteur. Nous sommes ici environ à 80 mètres d'auteur. Donc, il y avait une partie, un porte-faux qui était aussi maintenu par cet élément en compression. Et la partie centrale, c'était élevé avec l'aide des câbles provisionnels. Moi, je trouve toutes ces procédures très inspirantes et très beau, en fait. Et après, chaque module était bétonné sur le centre. Les centres étaient mis en place à sa position. Après, il descendait avec l'aide des vérins hydrauliques. Et il se déplaçait longitudinalement et après, il montait à sa position avec les vérins hydrauliques où l'armature était déposée et ça s'est bétonné à nouveau. Et une fois le bétonné à la résistance suffisante, on peut démontrer et poursuivre avec la procédure. Et notez aussi que les propres centres ont une solution de câbles pour maintenir les efforts et que ça soit étable
pendant le bétonnage, mais aussi pendant les mouvements qu'on a vus. Et ça, c'est des câbles rayonnants. Ça, c'était comme si c'était une roue de vélo. Et tous les éléments radiales de ces câbles, non? Et finalement, l'image de la construction, même qu'ils ne sont pas, ils ont été détruits dans la Deuxième Guerre mondiale, et à la fin, ça c'était, vous pouvez voir ici, ça ne fonctionne pas très bien, ça c'est une personne. Donc, on peut voir le shell de la construction. Et une fois on connu comment c'était construit, chaque fois qu'on voit l'image de l'ouvrage fini, on se rappelle que tout ça, et tous ces éléments font part de ces modules de construction. Il y a son nom. Oui. Bon, c'était quelqu'un qui parlait en dehors. Ah, c'était en dehors, d'accord. Il n'y avait pas de problème. C'est qu'on avait laissé la porte ouverte. Ah, pardon. OK. Merci. Non, pas de problème. Et ces ponts-là, c'est l'un de mes ouvrages préférés. C'est les ponts de Plougastel. Et avec ces ponts, Freycinet a atteint le sommet de la construction en béton armé, battant avec ces ponts par la 3e fois consécutive son propre record de portée d'un pont en béton et offrant un processus de construction fascinant. Les défis n'étaient pas minces et il s'agissait d'enjamber l'estuaire de l'Élorme, qui est large de 500, presque 600 mètres de largeur, et la solution de Freycinet a proposé 3 grands arcs d'une portée de presque 200 mètres de portée et un double tablier supérieur pour le trafic routier et aussi pour le trafic ferroviaire. Mais les plus fascinants, passionnants, émouvants de ces ponts, c'est le processus de construction. Il est d'une simplicité et d'une élégance qui est merveilleux, à mon avis. On peut le voir dans cette image. Ici, on voit le premier arc qui était déjà bétonné. Et ce qu'on voit à droite, c'est un centre très léger en bois qui est maintenu par des câbles en traction qui équilibrent les efforts horizontaux de l'arc avec très peu de matériaux. Et tout ça est déposé sur des barges en béton armé qui maintient là et le permet de se déplacer sur le propre fleuve de l'Élorme sur l'estuaire. Donc, c'est l'image très belle. On voit comment on se déplace du premier arc à la 2e position pour construire le 2e arc. Et cette image de la simple légère flottant sur le sol montre en fait comment l'estuaire est à la construction du pont qui le va traverser. Et donc, c'est à la fin une procédure qui va être répétée 3 fois, et les 3 fois avec l'aide, comme on dit, de l'eau qui va aider, comme on disait, pour construire le pont, non, qui va le sauter. Le pont a été terminé en 1930 et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'un des arcs a été détruit. Et pour reconstruire ces arcs, tous les ingénieurs en ce moment ont imaginé de différentes possibilités, mais ils sont arrivés à la fin et à la meilleure des solutions, c'est de répéter les centres flottants de M. Freycinet.
Et ici, on voit l'image du premier pont, de ce pont de 1930 en construction, avec les deux premiers arcs bétonnés et les troisièmes avec la centre en position. Et l'esthétique à la fin ne se limite pas à la forme. Le processus de construction peut être aussi poétique et aussi beau que la réalité physique de l'œuvre construite. Et on va arriver déjà au XXIe siècle avec ce monsieur-là, qui est Michel Burloyer. Il est un ingénieur des ponts et chaussées, l'un des plus grands spécialistes français et mondiaux de la conception des viaducs, et notamment des ponts à aubans. On le voit ici à la photo avec les pylônes d'un pont à aubans derrière. C'était mon professeur à l'école des ponts pendant les années de construction du pont de Normandie, qui est le premier pont qu'on va voir. Ça, c'est le pont de Normandie sur l'estuaire de la Seine. Ce pont, il a pulvérisé les records de portée centrale, le passant de 500 mètres à 856 mètres, et à nouveau, c'est presque doublé les dimensions précédentes, non? Et avec M. Burloyer, cette typologie qui était une typologie nouvelle qui a été développée pendant les années 60 et 70. Et il a achevé la maturité un peu des ponts et la maturité technologique des ponts. Et aujourd'hui, vous allez apprendre la différence entre, vous allez devenir ingénieur des ponts, vous allez apprendre la différence entre les ponts suspendus et les ponts à aubans. Et on revient au pont de Golden Gate du début de la conférence. Ça, c'est un pont suspendu et il est caractérisé par ses câbles principaux en géométrie caténaire, c'est une parabole, et qui soutient un tablier qui d'habitude est un tablier rigide, non? Qui est un tablier avec une hauteur assez importante pour maintenir un peu les efforts de flexion du tablier. Par contre, les ponts à aubans ont des câbles droits des aubans et qui soutient un tablier tout mince et beaucoup plus flexible. Dans la déformation, cette solution dans la déformation met en jeu tous les différents aubans, les câbles en traction. Et ça, c'est une différence importante. Vous pouvez, dès aujourd'hui, distinguer les différences entre le pont suspendu avec ses câbles courts et les ponts aubans avec tous les aubans et les câbles droits. Et avec ces ponts, Michel Burloyer a résolu un peu les dimensions importantes de l'estuaire et notamment ses maturités technologiques a résolu ces dimensions avec l'aide du travail latéral pour maintenir la travée centrale. Il faut que la partie haute des pylônes soit peu déformable. S'il y a ces aubans, ces câbles qui tirent, qui font des efforts dans cette direction, ça ne doit pas bouger, ça ne doit pas se déplacer longitudinalement. Et c'est pour ça que tous ces câbles en derrière font un peu les stabilités. Ils sont ancrés dans le tablier et aussi dans le pile et dans les éléments et des éléments derrière pour fixer ces points-là. En construction, ces ponts sont construits aussi en porte-faux et plaçant chaque voussoir à la fin des porte-faux et équilibrant chaque voussoir avec un paire de câbles des aubans pour se rencontrer finalement au milieu. Et finalement, on va parler du viaduc des Millau. Et le viaduc des Millau posait un problème important, c'est comment résoudre
c'est stabilité des grands travées sans les travées latérales. Et c'est la première fois qu'il a été résolu ces travées multiples avec des ponts à aubans. Et ce pont est très connu dans la France et au monde. Et d'habitude, il est lié à la réalisation de M. Norman Foster, Foster en Parme. Mais il faut souligner que Michel Burlelieu, c'est l'ingénieur qui a résolu le pont, en fait, qui a fait la conception de la structure, mais aussi de la forme du projet. Et c'est vrai qu'il a eu la collaboration architecturale de Foster, mais après, le pont a été déjà défini. Il est bien fait, par contre, l'architecture, mais c'est très peu en relation de l'ingénierie en ces cas-là et d'habitude dans les cas de tous les ponts. Il y a deux choses très importantes et qui les ponts, d'un point de vue d'ingénierie, qui les ponts qui ne sont pas faciles. Là, c'est les dimensions, la hauteur. Le pile et les pylônes sont plus hauts que la tour Eiffel. Donc, il a 343 mètres d'auteur. Et même tout le mont Saint-Michel, on peut le mettre par en dessous du tablier. Et l'autre chose, c'est comment résoudre ces continuités de travées dans les ponts à aubans. Et la solution est proposée par Michel Burlelieu, c'était d'ouvrir les pylônes dans cette forme en triangle ANA, parce que ça c'est très peu déformable longitudinalement et c'est très fixe, non? Et cette image de le pile qui s'ouvre par en dessous et par en dessus, et c'est un peu la solution formelle auquel il a aussi bien participé Norman Foster, non? Avec M. Burlelieu. Et ici, on a une image de construction. Et la construction a compté aussi avec un bureau d'études belge et un bureau belge qui ont proposé une solution aussi innovante. C'était lancer de chaque côté avec la première partie des pylônes et aubans mise en place pour aider à cette porte-faux. Et avec la disposition des piles provisoires, ce sont ces éléments qu'on voit en rouge, qui se sont enlevés après le dépouchage du tablier. Et finalement, le pont dans le viaduc dans la vallée, avec les dimensions qui définissent une nouvelle géométrie. On le voyait au début dans cette vue aérienne, on le voit ici de l'eau de la rivière. Hein, c'est là. Et l'ouvrage, il a connu un très franc accès international et technique, mais aussi social, non? Et même en fréquentation touristique. Il y a un centre d'information tout près des viaducs avec des expositions et des tours guidés et qui se trouve sur côté sud et que je vous invite à le visiter parce qu'il est très intéressant. Il raconte très bien la solution structurelle, technique de la construction et aussi l'importance sociale pour toute la région et l'influence qu'il y a eu dans les sons et dans le paysage. Et finalement, comme on l'a dit, on va se promener pour le Pont Neuf. Et voici le Pont Neuf à Paris, dessiné dans la bande dessinée Miles et Juliette, qui raconte, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'amour et de jazz aussi, de Miles Davis et Juliette Greco à Paris. Et avec cette image, je vais commencer par une idée. C'est ceci. Tous les guides expliquent que les ponts neufs sont le plus vieux des ponts de la ville, mais ce n'est pas vrai.
En réalité, il s'agit d'un pont encore très neuf et je vais vous expliquer pourquoi. On va voir les ponts. Il a été construit à la fin du VIe siècle et terminé au début du XVIIe siècle. Et il doit son nom, le nom de pont neuf, à la nouveauté. Et à l'époque, il constituait un pont dénué d'habitation. Jusqu'à ce moment, tous les ponts à Paris étaient des ponts habités, des ponts avec des maisons et des constructions sur les ponts, qui en fait étaient très difficiles à traverser avec toutes ces constructions. Donc, il n'avait pas de maisons et il était un pont très, avec des dimensions importantes, très larges, et pourvu des trottoirs protégeant les piétons de la rue et des chevaux de ce moment. Donc, c'est le premier pont avec trottoir. Et elle est placée à une extrémité de l'île de la Cité, comporte deux parties. Une partie à 7 travées qui relie l'île et la rive droite, et une partie à 5 travées reliant l'île et la rive gauche. Un seul pont a des bras qui relient la fleuve et la ville. Et ça, c'est une troisième chose pour le pont neuf. C'était aussi le tout premier pont de pierre de Paris à traverser entièrement la Seine. On va le voir de plus proche avec cette belle photo. Il est caractérisé par des avant-becs triangulaires. Les avant-becs, ce sont ces éléments. Et en fait, on va souligner quelques mots de le pont. Les avant-becs aident à déverser l'eau pour faire plus facile l'eau de se déplacer autour du pont. Et sur le Savambec, on a des turelles semi-cylindriques qui élargissent un peu le trottoir aussi, avec des petits balconnades dans la partie haute. Et on a cette corniche avec des mascarons qui sont aussi très caractéristiques des ponts neufs, le parapet en dessus, et ces deux paires de lampadaires qui sont aussi très représentatifs du pont. Et pour la première fois aussi, dans ce pont a été utilisée une solution géométrique qui va utiliser après, par exemple, Perronnet dans ce pont, qui est connue sous le nom des cornes de vache. Les cornes de vache, c'est ça. C'est une solution géométrique qui consistait à freiner la surface depuis l'arc intérieur semi-circulaire à l'arc extérieur qui est dans ces parties là. Et cette solution offrait une élévation plus élancée et dissimule un peu la largeur de pile. C'est la largeur qu'on a vu qui était nécessaire pour la construction des arcs travée par travée, non? Donc, à la fin, cette forme qui est un peu courte et pointue comme une corne de vache, c'est dénommé corne de vache. On peut voir ici le pont dans une vue aérienne du toit du grand magasin La Samaritaine. En fait, cette A-là, c'est la finale de La Samaritaine. Et ici, on peut voir un peu les trottoirs et le balconnage. Depuis sa construction, le pont n'a cessé de gagner en signification. Le pont reste nouveau parce qu'il est constamment reconstruit, réinterprété, renouvelé. Il n'a jamais cessé de se redessiner. Et on va le voir dans différents dessins, dans différents plans, dans différents tableaux. Les plans de Mérien, par exemple, de 1615, montrent les ponts avec ces constructions ici, qui étaient les ponts de la Samaritaine. C'était la première pont hydraulique à Paris, qui donne nom au grand magasin la Samaritaine. Et on voit ici le statut équestre d'Henri IV
et la place triangulaire des Dauphines qui en fait un peu l'ensemble des ponts est cité dans l'endroit. Le pont est toujours en train de se dessiner. Chaque peinture ajoute une nouvelle couche, une nouvelle signification. On le voit, par exemple, dans le Paris, maintenant à la fin du XVIIe siècle. Plus tard, le petit île qu'on avait dans ces parties-là, en aval, s'est rejoint pour former les sommets triangulaires qu'il existe aujourd'hui du parc de Divers-Galant. Et il a continué à s'épandre pendant les années suivantes, par exemple avec cette atmosphère de lumière de William Turner, avec ces paysages urbains de Renoir ou un jour de pluie de Monet, ces coups de pinceau de Pissarro, les points, ces petits points de couleur de Petit-Jean, ou les rayures et les taches de Signac qui a dessiné centaines de fois les ponts, et les croquis de Christo et Jean-Claude qui sont préparés depuis 1975, 10 ans de dessin pour convaincre la ville et les Parisiens d'envelopper dans une toile polyamide ocre pendant 15 jours et ces ponts. C'était une idée pour une installation éphémère, une intervention temporaire qu'ils ont finalement convaincu la cité et ils sont couverts de cette tôle. Et les ponts et les trottoirs et même le lampadaire, toutes les images, ils se sont emballés de cette tôle, comme on disait, qui est emballée comme si c'était un cadeau pour la ville. Et cette intervention a transformé les ponts. On voit les ponts différemment. C'est une façon de reconstruire notre regard sur les ponts. Et à mon avis, ces emballages montrent plutôt qu'elle cache. Elle montre le volume du pont, elle renouvelle le regard, comme on disait. Bien qu'il s'agisse d'une intervention temporaire, ces effets sont durables. Et c'est une intervention si puissante qu'on se rappelle toujours de cette photo, de ce moment pendant ces 2 semaines, 15 jours, a été emballé. Mais il y en a plus. Et quelques années plus tard, Léos Carax s'est approprié également du pont et l'a transformé dans la folie émotionnelle du film Le Serment du Pont Neuf, avec Juliette Binoche et Denis Lavant. Les ponts et le protagoniste aussi du film, c'est la scène, tout le film se déroule dans ces endroits. Et il rajoute à nouveau une nouvelle couche de signification et une nouvelle regard et une nouvelle construction de ces ponts. Et pour finir, nous revenons à la bande dessinée et avec cette magnifique image de Miles Davis et Boris Vian jouant du jazz sur le quai de la Seine à côté du Pont Neuf. Les travaux publics sont ensuite construits après leur achèvement, une construction partagée par la société qui leur donne des significations communes. Chaque regard, chaque film, chaque tableau renouvelle l'essence de ces œuvres publiques qui nous appartiennent à tous. Le patrimoine des travaux publics est technologique, mais aussi culture. Voilà, merci de votre attention. Merci Roquette de cette conférence où nous pouvons apprécier la technique la plus poussée et en même temps une poétique très explicite qui nous invite à envisager autrement parce qu'il y a l'idée du fonctionnel, mais cette idée de fonctionnalité n'exclut pas forcément l'idée de poétique et l'idée esthétique sans le futur du terme. Donc, merci d'avoir présenté
justement cette recherche, ta recherche, à partir de ce point. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, quelques suggestions. Évidemment, nous ne pouvons pas te poser des questions, peut-être pas des questions concernant l'aspect technique, mais peut-être il y a quelques commentaires, quelques idées. Je voulais te remercier parce que justement, quand on entend parler d'une conférence sur les ponts, on pense, oh là là, ça va être trop technique, je ne vais pas comprendre. Mais tu as eu le mérite de les faire d'une façon très, très pédagogique et aussi de mettre en relation la partie culturelle, la partie technique. Et je dois dire que j'ai adoré, j'étais fascinée tout le temps. Et j'ai une énorme envie, bien sûr, de voir la BD Maître Juliette. Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai noté parce que oui, il faut la voir. Mais merci, hein, en tout cas. Ça a été extrêmement intéressant. Vraiment. Merci à vous. J'ai noté une audience très intéressée et ça aide aussi. On va essayer de construire, de participer à cette construction. Tout à fait. Et je vous donne le titre d'ingénieur de construction des ponts parce que les ponts, à mon avis, ou les travaux publics à la fin, ils se construisent après sa construction aussi par les significations, le regard que nous jetons conjointement, comme ensemble, comme société, à les travaux publics. Construire l'essence. Construire l'essence, tout à fait. Suggestion. Une curiosité, j'ai quand même un institut scientifique. J'aime bien la construction et la maçonnerie. Je vais vous aussi. Moi, ce que j'aime, c'est de savoir un peu plus sur les matériels que peut-être on n'a pas mentionné du futur, je ne sais pas. D'autres matériaux à part qui ont été mentionnés. Très bien. Et aujourd'hui, les principaux matériels de construction sont le béton et l'acier. Ça c'est le matériel principal. Mais il y a une volonté de réduire un peu les effets environnementaux de construction. Et dans ce cas-là, de réduire la composante béton, en fait. Et la construction en bois est revenue un peu en des sujets d'intérêt. Et c'est vrai que c'est difficile à résoudre des grandes échelles avec ça, mais je crois que le futur n'est pas lié aux grandes échelles, mais à une échelle plus petite. Et peut-être pour le futur, c'est moins important de construire. Dans les dernières dizaines d'années, on a construit beaucoup plus que dans les 2 siècles précédents. Donc peut-être pour l'avenir, il faut moins construire et plus mettre en valeur ce qui est déjà construit et reconstruire un peu, maintenir ces ouvrages existants. Et ouais, c'est ça. J'ai une petite question aussi, peut-être si tu peux citer comme sur thème. Je voyage beaucoup à Caceres et je passe toujours par Talavera de la Reina. Et là-bas, il y a un très joli pont. Je me suis dit toujours, mais comment est-ce qu'ils ont construit avec des câbles internes? Alors, c'est le même type de construction dont vous avez parlé au XXe siècle. C'est exactement. Ça c'est le pont de Talavera, c'est un pont à aubin. Et c'est exactement comme ce pont de M. Vidrier qu'on a vu. Mais c'est, je disais, c'est en référence de ce qu'on ne doit pas faire. C'est un pont qui a été construit pour relier un développement urbain qui n'a pas eu lieu finalement. C'est un pont qui ne relie rien. Et c'est très grand, trop grand pour l'échelle où c'est pour cela qu'on voit les ponts de très loin. Il a même ses caractéristiques couleur rouge des sauvants, mais à mon avis, c'est un peu un monument à la construction excessive. Et pour la dimension du pont, et pour qu'il ne relie rien. Il était
dans un moment où on pensait qu'on pourrait construire des tours et de villes nouvelles et ils vont se remplir d'activités et d'inversions mais ce n'est pas le cas, non? C'est bon qu'il n'aurait rien. Mais il est joli quand même. Oui, non, il est pas mal. J'allais te demander, Un peu quelle est la excessif. construction en Espagne que tu détestes le plus? Il, Tu détestes le plus. il était le plus. En fait, il y a quelques exemples. Non, De voir des oui. Pas seulement en Espagne, il y a quelques exemples de mauvais qui sont construits et presque tous ils sont faits dans le dernière dizaine, 10, 20 ans, dans une période où on pensait qu'on pourrait faire n'importe quoi. Et il y a un exemple, c'est le pont de Talavera de la Reina, mais il y a un autre très repéré comme un mauvais exemple, et c'est un pont à Orense, dans la Galice. Et un pont aussi au Vent, et qui est construit très près du pont roman, mais c'est horrible. C'est pas bien résolu d'un point de vue formel. Il y a le pignon qui sont un peu inclinés vers le centre pour rejoindre une passerelle piétonnelle qui relie ces deux parties et à la fin c'est un monstre d'acier et de béton qui n'est pas réussi, pas du tout. Par contre, il y en a des exemples beaucoup mieux résolus. Par exemple, on a ici les ponts de Cadiz. C'est aussi un pont à aubin magnifique d'un ingénieur espagnol très important, très reconnu, qui est Javier Manterola, et qui est vraiment un magnifique exemple pour de dimensions grandes. Non? C'est plutôt, non, parce que disons que ce qui est beau et que c'est vrai, mais pour cet exemple que tu donnes, c'est plutôt le rôle dans l'espace et l'interaction avec l'espace, non? Le côté fonctionnel. Oui. Non, pas fonctionnel, c'est l'intégration. Il y a une partie intégration, il y a aussi une partie technique et technologie qui d'habitude ils vont lier. Et peut-être des solutions très technologiques ont une compréhension de l'histoire de l'espace, des paysages qui est bien résolue. Mais il faut tenir en compte tout ça. Dans ce pont de Orense, par exemple, il est très près du pont roman et ça, il y a pas vraiment un dialogue entre les deux ponts. En fait, à côté d'un pont, pas vraiment un peu long d'un fleuve. C'est vrai que c'est bizarre. Oui. Merci. Et je ne comprends pas pourquoi dans les croquis, on peut commencer l'innovation du corps pour convaincre la ville dans les croquis. Et dans ces croquis ici. Ça va. D'accord. Ces types de croquis, de dessins, d'esquisses étaient faits par Christo et Jean-Claude et pour convaincre convaincre un peu la mairie et les citoyens de faire ces interventions temporaires. Et il y a des détracteurs qui n'aiment pas du tout couvrir un monument, un bâtiment ou un pont si important. Et il y a dans ces interventions, il y a une très forte composante sociale pour faire partie à la ville, à les citoyens, à les gens de l'intervention. Tous ces projets
c'est payé par Christo. Il n'y a pas un coût pour la ville ou pour la mairie. Ce sont des projets qui sont financés c'était financé par Christo et Jean-Claude. Et ça, c'est un projet très important qui a eu lieu dans les années 80. Mais l'année dernière, il y a eu une nouvelle intervention après la mort de Christo à Paris, qui était l'emballage de l'Arc du Triomphe, qui a été très diffusé par tous les moyens, parce que en effet, tous ces interventions ont une très bonne réception finalement. C'est très puissant au final. C'est très puissant d'un point de vue visuel. Et quand tu vois les ouvrages transformés par un bloc, non? Mais aussi, c'est une image, comment dire, une image visuelle, mais aussi une image mentale, non? Il y a une transformation de ce que tu penses des choses. Question, nous tenons à te remercier encore une fois. Merci beaucoup. Et je vous remercie également de votre attention et de votre participation. Merci.